tous. Je tiens à remercier mes copains bordelais pour l'invitation. J'ai passé une année ici en 2016. Et quand je suis revenu hier, ça m'a fait penser à 2016 et j'aimerais bien rester un peu plus longtemps. Donc, merci de m'avoir invité pour cet exposé. Donc, je vais vous parler de l'atteinte rénale des vascularites à ANCA. En fait, on va surtout parler de des formes sévères de vascularité à ANCA et on essaiera de mettre en lumière les particularités et les difficultés de l'atteinte rénale. Voici le plan pardon, ça, ce sont les conflits d'intérêts. Le plan de l'exposé, on va d'abord définir l'atteinte rénale, hein, comment on arrive au diagnostic de l'atteinte rénale. On va parler un petit peu du pronostic. On va surtout parler du traitement d'induction, assez peu du traitement d'entretien, car grâce aux travaux du GFEV, on sait qu'il faut traiter les patients par rituximab en entretien. On soulignera quelques situations particulières. On dira un mot bref sur le traitement néphroprotecteur. On conclura. Et je vais essayer d'être le plus rapide possible pour tenir le timing. Donc d'abord, poser le diagnostic d'une atteinte rénale de vascularité en cas. En fait, c'est un patient qui a un tableau compatible avec une vascularité en cas. On va demander un bilan auto-immun et détecter éventuellement des encas. Au niveau, en termes de présentation rénale, on a classiquement l'insuffisance rénale rapidement progressive, mais en fait, souvent, c'est des malades qui arrivent aux urgences avec des tableaux d'insuffisance rénale aiguë, puisqu'on n'a pas l'antériorité, donc on ne peut pas retrouver le caractère rapidement progressif. Ils ont un syndrome glomérulaire avec une protéinurie, une hématurie. Parfois, ils se présentent simplement par une protéinurie et une hématurie avec peu ou pas d'insuffisance rénale au départ. Donc, il faut y penser, faire le bilan immunologique. Et le néphrologue va assez rapidement faire une biopsie rénale devant un tableau qui associe une dégradation de la fonction rénale et un syndrome glomérulaire. Cette biopsie va permettre de confirmer le diagnostic. On dit qu'il faut toujours confirmer le diagnostic de vascularité, c'est aussi qui est histologique. Et l'autre élément, c'est que la biopsie rénale va donner des éléments en termes de pronostic. Il faut connaître quelques particularités qui sont les formes limitées au rein. On voit surtout cela dans les vascularites à ANCA anti-MPO, probablement 20 à 30% de ces formes. Il n'y a pas d'atteinte extra-rénale, parfois une asthénie. Les formes ANCA négatives qui sont difficiles à comprendre au plan physiopathologique, qui représentent vraisemblablement moins de 5% des formes, mais plutôt, je pense, moins de 1 à 2%. Et puis, les formes de vascularite associées aux anticorps anti-MBG qui sont plus graves globalement que les vascularites à ANCA. Alors, au plan histologique, donc le néphrologue va faire la biopsie. Qu'est-ce qu'il va pouvoir voir à la biopsie? Eh bien, ce sont des lésions de prolifération extracapillaire, comme vous voyez ici, souvent ce qu'on appelle les croissants, souvent segmentaires, comme ici. Ce sont des lésions aiguës. Parfois, eh bien, on verra des lésions de nécrose fibrinoïde, c'est ce que vous voyez ici, ce qui signe la nécrose en fait du lit capillaire, du flocculus. Et puis, parfois, on voit de très belles images de rupture de la capsule de Bowman. Donc ça, ce sont les 3 lésions en microscopie optique les plus évocatrices d'un processus vasculitique. En parallèle, on peut mettre en évidence des lésions plus chroniques. C'est ce qu'on voit ici, ce glomérule ici complètement scléreux. Et ici, vous voyez un croissant fibreux. Donc ça signe une maladie chez ce malade qui a déjà évolué probablement depuis plusieurs mois. Et ça, on arrive à le voir à la biopsie rénale. Donc on peut savoir finalement si le processus est déjà depuis quelques mois ou pas, ou si c'est très aigu. Et donc ça nous indique des éléments en termes de réponse au traitement. Est-ce que finalement le patient a de bonnes chances de répondre au traitement ou pas? Je ne pourrais pas détailler davantage les éléments pronostiques rénaux parce que ce n'est pas ce qu'on m'a demandé, mais il y a toutes des scores qui permettent d'appréhender le pronostic de ces malades basés principalement sur l'histologie. Bon, ça, vous savez, le second prélèvement de la biopsie permet de faire l'immunofluorescence, et c'est l'immunofluorescence qui va permettre de poser le diagnostic de vascularite post-immune et donc de vascularite à ANCA en opposition aux glomérulonéphrite qui peuvent donner tout à fait la même atteinte en microscopie optique, mais qui, elles, sont associées à des dépôts, comme le syndrome de Gould-Pachtur ou la vascularité légère dont Benjamin vient de parler. Alors, quel est le pronostic des vascularites à ANCA et plus particulièrement des patients qui ont une atteinte rénale? J'ai repris ici ce papier qui est déjà un petit peu ancien, de 2013, qui reprend les cohortes de Levas. Il montre en fait le pronostic des patients au fil du temps. Vous voyez, entre avant le siècle dernier, puis à la fin du siècle, au début du siècle, pardon, de ce siècle. Et vous voyez que le pronostic qui s'est amélioré autant sur
le décès que sur le risque d'insuffisance rénale terminale, avec un pronostic qui est de l'ordre de 20%, autant pour le décès que pour le risque d'insuffisance rénale terminale à 5 ans. Alors, moi, j'ai pris nos cohortes en France qui sont plus axées sur l'atteinte rénale des vascularites en cas. Donc, nous, on a la chance de leur développer une cohorte qu'on appelle MEN-Anjou. Et puis, on collabore avec nos collègues de Valenciennes et de Lille, la cohorte Renvas. Et vous voyez ici, c'est une courbe de Kaplan-Meier ici d'un papier qu'on a publié récemment. Eh bien, quand on regarde les données de ces patients plus néphrologiques, eh bien, le pronostic de ces malades est plus mauvais. Le risque de décès est de l'ordre de 35% à 5 ans et le risque d'insuffisance rénale terminale de 30%, donc globalement 2 fois plus sévère que les patients avec une vascularite, tout venant qu'ils aient ou non d'atteinte rénale au diagnostic. Donc, ce sont des maladies sévères. Quel va être le but du traitement de ces patients? Une fois qu'on les a diagnostiqués, le but, ça va être d'obtenir la rémission, puisque plus vite on aura la rémission générale, et pour ce qui nous concerne là de l'atteinte rénale, eh bien, plus vite ils vont guérir leurs lésions actives et probablement moins ils feront des lésions de fibrose, comme je vous ai montré, moins ils garderont de séquelles rénales. Donc, c'est ce qui sera le gage de l'amélioration rapide de la fonction rénale, et ça va se traduire effectivement par une amélioration sous traitement de la fonction rénale et une disparition éventuellement de l'hématurie et de la protéinurie. Mais obtenir la rémission nécessite également d'utiliser les médicaments de façon la plus intelligente possible pour limiter le risque de toxicité de ces médicaments, de toxicité directe, mais également de toxicité entre guillemets induite, c'est-à-dire le risque infectieux. Alors, quel traitement d'induction va-t-on utiliser dans les formes rénales? On se pose actuellement beaucoup de questions. En fait, ce n'est pas des questions qu'on se pose spécifiquement pour les vascularites avec atteinte rénale. On se les pose pour les vascularites en cas en général et les autres maladies auto-immunes. C'est quel schéma de stéroïdes utiliser? Quels immunosuppresseurs utiliser? Faut-il utiliser ou non des échanges plasmatiques? Ça, on est davantage effectivement dans les vascularites avec atteinte rénale. Et puis, on va aborder aussi la place de ce nouveau médicament qu'on a à disposition depuis quelques temps, qui est l'avacopan depuis quelques mois. Alors, je me suis reposé finalement sur des recommandations qui du coup sont assez récentes, les recommandations de l'EULAR qui datent de 2022 auxquelles Benjamin a participé, et puis les recommandations KDIGO qui sont toutes récentes, qui ont été publiées le mois dernier. Donc, que nous disent ces recommandations? Eh bien, elles nous disent que pour les GPA, alors on va parler essentiellement ici des formes sévères de vascularite à ANCA, donc intégrant les formes avec atteinte rénale, eh bien, on va utiliser pour une GPA ou une MPA en première poussée ou en rechute un traitement qui va associer une corticothérapie et un immunosuppresseur, le rituximab ou le cyclophosphamide. Et on va plutôt choisir le rituximab en cas de maladie qui a rechuté. Et vous voyez ici effectivement que les malades qui ont une maladie qui est en rechute, eh bien, auront une réponse plus importante au rituximab. C'est ce qui avait été montré dans l'étude RAVE publiée en 2010. Il est fait mention dans les recommandations KDIGO des formes plus graves de vascularite à ANCA, enfin de formes rénales plus graves, avec une créatininémie. Alors le cutoff est à 4 mg par décilitre, ça correspond à 300 micromoles par litre, ou les formes rapidement progressives, où il est recommandé dans le KDIGO d'utiliser plutôt le cyclophosphamide. Et cette recommandation est faite car finalement les études qui ont porté sur ces formes rénales ont été faites avec le cyclophosphamide et assez peu avec le rituximab, mais on a néanmoins des données rétrospectives qui laissent à penser que le rituximab est probablement équivalent au cyclophosphamide dans ces formes. Il est proposé également en alternative d'utiliser des régimes associant cyclophosphamide et rituximab. Alors, quels sont les enjeux finalement? C'est de mettre en rémission les patients le plus rapidement possible pour diminuer la mortalité de ces patients et le risque d'insuffisance rénale terminale qui est plus élevé que chez les malades qui n'ont pas d'atteinte rénale. Tout ça avec la nécessité de réduire les complications qui, comme vous le voyez ici, ça c'est issu d'un travail que nous avons réalisé récemment qui dissocie les causes de mortalité avant l'année qui suit le traitement d'attaque
et dans l'année qui suit le diagnostic et le traitement de la vascularité après un an. Et vous voyez que les causes de mortalité sont principalement infectieuses. Lors de la première année, quand même, l'activité de la vascularité est responsable de décès, mais c'est surtout les causes infectieuses qui sont au premier plan. Alors, il y a différentes stratégies qui ont été testées dans les études récentes pour essayer de minimiser la toxicité des traitements, mais également d'améliorer la mise en rémission des patients. Il y a eu des études avec les échanges plasmatiques, je citerai MEPEX, mais qui commence à être déjà un petit peu ancienne, et surtout l'étude PEXIVAS qui a été publiée en 2020. On va revenir dessus dans les diapositives suivantes. Il a été testé également la moindre exposition aux stéroïdes. Ça a été l'objet de l'étude PEXIVAS et également d'une autre étude dont je ne parlerai pas, l'OVAS. Et puis, on a testé l'alternative aux corticoïdes. On verra que avec l'avacopan, on verra que dans l'étude Advocate, ce n'est pas tout à fait une alternative aux corticoïdes, puisque les patients qui ont reçu de l'avacopan ont quand même eu un peu de stéroïdes. Alors, l'étude MEPEX, juste pour rappel, donc une étude publiée en 2007, a spécifiquement porté sur les patients avec une atteinte rénale sévère, puisque les patients avaient plus de 500 de créatinine au diagnostic de leur vascularite. Le diagnostic était prouvé par la biopsie rénale et les patients étaient randomisés soit pour avoir des emboles de solumédrol, soit pour être traités par échange plasmatique. Et le traitement, c'était 7 échanges plasmatiques sur 15 jours, sur 2 semaines. Et le critère d'évaluation principal de l'étude était la récupération rénale à 3 mois. C'est des patients très sévères, beaucoup étaient d'emblée dialytiques ou sont arrivés en dialyse dans les jours ou les semaines qui ont suivi. Et on évaluait donc l'effet des échanges plasmatiques versus les emboles de solumédrol. Et donc, dans cette série, vous savez qu'il était positif. L'évaluation a été faite à 3 mois, donc un critère de jugement assez précoce. Et on voit les courbes s'écarter avec le bras échange plasmatique qui fait mieux que les emboles de solumédrol. Toutefois, une étude post-hoc à distance des patients inclus dans cet essai montre que la différence s'estompe à 3 ans. Donc, l'avantage donné par des échanges plasmatiques précocement, se perd au cours du temps. Finalement, c'est des patients qui ont ensuite évolué vers l'insuffisance rénale terminale, mais jusqu'à ce qu'ils aient évolué vers l'insuffisance rénale terminale, ils n'étaient pas dialysés. C'est quand même important d'avoir ça en tête. Alors, l'étude PEXIVAS, qui a été publiée en 2020, c'est une étude qui a évalué 2 choses. D'une part, l'intérêt des échanges plasmatiques, d'autre part, l'intérêt d'un régime allégé en corticoïdes. Donc, 2 questions, donc une double randomisation. C'était des malades moins graves que dans MEPEX, puisqu'ils avaient un débit de filtration glomérulaire inférieur à 50, donc il y a des patients avec des atteintes rénales, ou une hémorragie intra-alvéolaire. Donc, ils étaient d'abord randomisés pour avoir des échanges ou pas d'échanges. Puis ensuite, il y a une seconde randomisation où ils étaient inclus dans le bras corticoïdes standard ou corticoïdes à dose réduite. 704 patients inclus dans cette étude. Et vous voyez que les patients étaient quand même graves. Il y avait 20% des malades qui ont eu besoin de dialyse au départ et 9% de patients avec des hémorragies intra-alvéolaires. Le critère de jugement de l'étude, c'était un critère composite de décès et d'insuffisance rénale terminale. Ils avaient des bolus de solumédrol et ils étaient induits par du rituximab et du cyclophosphamide. Donc, dans cette étude, vous le savez probablement, les échanges plasmatiques n'ont pas permis de diminuer le risque de décès ou d'insuffisance rénale terminale en fin d'étude, ni à 1 an d'ailleurs, même si on voit ici sur la courbe de Kaplan-Meier un petit écart entre les 2 bras, avec un petit creux ici qui ne sort pas statistiquement. À 1 an, ce n'est pas significatif, on est un peu à la limite. Et puis, si on va si on avance dans le temps, cet écart, ce petit écart disparaît. Dans tous les cas, il n'est pas significatif. Alors ça c'était finalement un peu décevant pour les néphrologues, puisqu'on fait beaucoup d'échanges plasmatiques dans d'autres indications. Je croyais beaucoup aux échanges plasmatiques. Et finalement, après MEPEX, on faisait beaucoup d'échanges plasmatiques. Et après, lors de l'application des résultats de PEXIVAS, et quand on a eu l'analyse post-hoc de MEPEX, on a quand même levé un peu le pied. Et après l'application des résultats de PEXIVAS, on a, en tout cas pour nous à Angers, on a beaucoup diminué les échanges plasmatiques. Alors,
À la suite de Pexivas, en 2022, donc un peu après, il y a eu une méta-analyse qui a repris toutes les données de la littérature, tous les essais en fait qui ont testé l'échange plasmatique dans les vascularites à ANCA et cathinte rénale. Et donc ça aboutit, alors j'ai plus en tête le nombre de patients, mais à un millier de patients, non, moins que ça, pardon, 600 ou 700 patients, 400 patients évalués. Et cette méta-analyse, vous voyez, évalue la mortalité et l'insuffisance rénale terminale à 1 an, pas en fin d'études comme dans Pexivas. Et donc, oui, sur la mortalité, il n'y a pas d'effet, mais si on regarde le risque d'insuffisance rénale terminale à 1 an, eh bien, on a quelque chose qui est limite statistique, légèrement statistique, en faveur des échanges plasmatiques, mais cette méta-analyse, quand on la regarde, elle est finalement beaucoup tirée par 2 études. C'est l'étude Pexivas et puis c'est l'étude MEPEX, en fait. Les autres, c'est vraiment très peu de patients évalués. Alors ça aboutit, désolé, ça passe pas très bien. Là, il y a un problème. Ça aboutit à des recommandations d'experts avec des représentants de patients qui ont, après les résultats de cette méta-analyse, proposé l'utilisation des échanges plasmatiques en confrontant le risque d'insuffisance rénale terminale et le risque infectieux. Finalement, il a été proposé qu'au-delà de 300 micromoles par litre de créatine, le risque d'insuffisance rénale terminale était significatif et qu'on pouvait envisager les échanges plasmatiques avec un niveau de preuve qui était quand même léger. Et vous voyez, les recommandations de Lelard et Cadigo reprennent effectivement ce seuil de 300 micromoles par litre pour proposer éventuellement d'utiliser les échanges plasmatiques dans les vascularités en cas avec atteinte rénale. On va passer maintenant aux corticoïdes. Il y a eu plusieurs essais thérapeutiques dont l'objectif était de minimiser la dose, l'exposition aux corticoïdes. Donc l'essai Advocate, où là, c'est plutôt un remplacement de la corticothérapie. L'essai Pexivas, dont on vient de parler, l'essai Lovas, avec l'objectif de diminuer les corticoïdes pour diminuer le risque de complications métaboliques, cardiovasculaires et infectieuses associés aux corticoïdes. À titre informatif, illustratif, je vous montre ici le schéma de dose réduite de corticoïdes proposé dans Pexivas. C'est sa représentation graphique qui permet clairement une diminution de l'exposition aux corticoïdes chez les patients. Donc, dans l'essai Pexivas, il y a eu finalement une deuxième étude dans l'étude qui était le testing d'une dose allégée de stéroïdes. Et vous voyez que sur le critère d'évaluation de l'étude, eh bien, il n'y avait pas de différence entre la low dose et la dose normale, entre guillemets, de corticoïdes sur le critère de jugement. Par contre, ce que l'on observait, c'était une réduction des complications infectieuses dans le groupe low dose et avec moins d'infections dans le groupe low dose, avec des données qui sont assez comparables finalement dans l'essai Lovas dont je ne parlerai pas. Donc, un avantage de ce régime faible dose chez les patients, notamment sur le versant infectieux et sur l'imprégnation cortisone. Donc ça, c'est globalement ce qui a été repris dans les recommandations de Lelard et puis les recommandations Cadigo, là, plus récentes, qui sont globalement en ligne et qui proposent de débuter la corticothérapie dans ces formes sévères de vascularité en cas à une dose qui va de 50 à 75 mg. En fait, c'est en fonction des poids des malades, comme dans le tableau que je vous ai montré, avec le fait d'essayer de ramener cette dose à 5 mg assez tôt, dès le 4e, 5e mois. Donc ça, c'est le schéma Pexivas low dose. Et là, je reprends un petit peu ce que nous dit Benjamin régulièrement. Il faut quand même faire attention dans les formes sévères. Dans les essais, les patients recevaient des bolus de corticoïdes. Et donc, il faut bien avoir en tête que ce schéma à dose réduite probablement doit se faire avec les emboles de Solu-Médrol. Et puis, si on regarde les données de l'essai Pexivas, un peu plus en détail dans les données complémentaires, eh bien, on se rend compte que dans le bras rituximab, on a, c'est pas statistiquement significatif, mais les patients qui recevaient du rituximab étaient très décalés vers le régime de stéroïdes standard. Donc, attention, si on traite ces malades sévères par rituximab, probablement, il faut utiliser des doses un peu plus élevées de corticoïdes que le schéma Pexivas dans ces formes sévères.
Alors, la question d'après qui a été traitée finalement en parallèle, du point de vue recherche puis du point de vue thérapeutique, c'est et si on se passait des corticoïdes dans les vascularites à ANCA, et donc ça, c'est tous les travaux qui ont été faits autour du CCX 168, qui est devenu l'avacopan, avec des tas d'expériences in vitro qui ont montré l'implication de la voie alterne du complément, in vivo chez la souris avec le fameux modèle de vascularite ANCA qui a fait l'objet d'études pour comprendre le rôle de la voie alterne du complément dans les vascularites. Et tous ces travaux ont abouti à plusieurs publications, notamment une étude de phase 2 qui est l'étude CLEAR, qui a été publiée, je crois, en 2017 ou 2018, et puis l'étude Advocate dont on va parler. Cette étude Advocate, c'est une étude de phase 3, multicentrique, randomisée, contre placebo en double aveugle, donc qui évalue l'avacopan. Il y a eu au total 331 patients inclus dans cette étude. Et pour être inclus dans cette étude, les patients devaient avoir une GPA ou une MPA, être en cas positif, être en poussée nouvellement de la maladie, en diagnostic de la maladie ou en rechute, et devaient avoir plus de 15 minutes de débit de filtration glomérulaire. Il y avait deux critères de jugement dans cette étude, l'obtention de la rémission à 6 mois et le maintien de la rémission à 12 mois. Vous voyez ici le design de cette étude, vous en avez parlé, donc c'était contre placebo, bien évidemment. Donc l'étude, elle est positive, hein, comme vous le savez, avec une non-infériorité de l'avacopan sur la mise en rémission des patients et même une supériorité sur le maintien de la rémission à 1 an, avec dans le bras avacopan dans le bras à l'étude une diminution des effets secondaires des stéroïdes, ce qui est attendu puisque ces patients étaient moins exposés aux stéroïdes, et une amélioration des scores de qualité de vie. Il faut quand même souligner les limites de cet essai thérapeutique, c'est que finalement, cette étude ne correspond pas vraiment au standard of care actuellement, et notamment, on n'avait pas de rituximab en entretien chez ces malades. Et puis, dans le bras avacopan, les patients ont quand même reçu des doses non négligeables de stéroïdes. Donc, probablement, l'utilisation de cette molécule en pratique clinique doit se faire avec ça à l'esprit, c'est que les malades n'étaient pas naïfs de corticoïdes. Ils ont reçu des corticoïdes pendant la phase de screening. Il y a eu une phase de décroissance à l'inclusion des corticoïdes, donc on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas de corticoïdes. Donc attention, notamment si on l'utilise dans des formes sévères. Alors, quel est l'intérêt pour moi, néphrologue, de cette molécule? Alors, le fait de réussir à baisser la toxicité des corticoïdes et même, voilà, ce sont des résultats intéressants, mais nous, ce qui nous a intéressé beaucoup en néphrologie, c'est l'effet de cette molécule sur le débit de filtration glomérulaire. Et vous voyez ici l'évolution, en fait, en rouge, des patients sous avacopan versus celle des patients qui n'ont pas eu d'avacopan, qui étaient sous corticoïdes. Et bien, vous voyez que le débit de filtration glomérulaire augmente plus vite chez ces patients, donc il récupère plus de fonctions rénales. Ici, en fin d'étude, eh bien, on est grosso modo à plus 8 millilitres minute. Et donc ça, 8 millilitres minute, on peut se dire c'est pas beaucoup, mais 8 millilitres minute, c'est, vous savez, le débit de filtration glomérulaire, on perd après 40 ans 0,5 à 1 millilitre minute par an, en fait. Donc, si on n'a pas de maladie rénale, ça correspond à 8 ans de réserve rénale. Quand on a une maladie rénale chronique, c'est un peu différent. On a des taux de progression un peu plus élevés, mais ça peut correspondre à des années de fonction rénale sans dialyse. Donc, c'est intéressant. Et puis, rien ne nous dit que derrière, ça ne va pas continuer à monter encore un peu. C'est difficile de le savoir. L'autre élément encore plus intéressant, mais ça reste des études post-hoc, en fait, de l'étude Advocate, c'est l'analyse des patients rénaux plus sévères. Dans Advocate, il y a le critère d'inclusion, c'était plus de 15 minutes de débit de filtration glomérulaire, et il se trouve qu'il y avait une quarantaine de malades, une cinquantaine de malades qui avaient entre 15 et 20 minutes par minute, et donc ils ont été regardés aussi de près. Et donc, même ces chez malades, vous voyez, eh bien, on a un gain de débit de filtration glomérulaire, puisque c'est pareil, c'est plus 8 millilitres minute, malgré le fait qu'ils partent de plus bas. Donc ça, c'est très intéressant. On aimerait pouvoir regarder des biopsies de ces malades pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sous avacopan.
on a en parallèle une baisse de la protéinurie dans le bras avacopan chez ces patients. Ça, c'était finalement déjà connu dans l'étude de phase 2. Alors, les recommandations Eulard et Cadigo mentionnent effectivement l'utilisation de l'avacopan comme une possibilité, surtout à visée d'épargne cortisonique. Il est dans les recommandations plus récentes de Cadigo, il est aussi souligné, d'une part, c'est un peu contradictoire, mais que on les utilise, faut pas utiliser ce traitement dans les formes qui mettent en jeu le pronostic vital. Pour autant, on souligne que l'intérêt potentiel pourrait se faire chez les patients avec le DFG le plus altéré. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, je suis d'accord, mais c'est un petit peu contradictoire. Donc, quelle indication en pratique et comment? Moi, voilà, j'ai assez peu prescrit cette molécule pour l'instant. On la réserve, nous, pour les patients les plus fragiles, chez lesquels on veut vraiment faire de l'épargne cortisonique. Chez les patients alors c'est difficile de définir une contre-indication corticoïde. Quand il n'y a pas d'alternative, on utilise les corticoïdes. Quand il y en a une, il faut peser quelles sont les contre-indications ou pas. Je dirais les patients, par exemple, qui ont une ostéoporose très sévère, fracturaire, voilà, ça peut être une indication des patients avec un diabète extrêmement déséquilibré. Et puis, les patients avec une atteinte rénale sévère, au vu des données post-hoc, ça pourrait être intéressant. Mais je pense que pour l'instant, on n'a pas le substratum scientifique qui nous permet d'aller vers ces utilisations-là. En pratique, alors, avoir à l'esprit que dans Advocate, les patients avaient quand même des corticoïdes, donc probablement, il ne faut pas utiliser l'avacopan seul sans aucun corticoïde. Il y a beaucoup d'interrogations sur la durée du traitement. Dans l'étude, c'est 1 an, mais on n'a pas vraiment d'éléments pour en dire beaucoup plus. C'est pour ça qu'il y a des travaux qui, je l'espère, aboutiront à des protocoles qui seront retenus au PHRC pour préciser un peu mieux la place de l'avacopan dans la prise en charge de ces malades. Quelques situations particulières qu'il faut souligner très rapidement. Les vascularités en cas associées aux anticorps anti-MBG, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être à peu près 5% des vascularités en cas. Dès lors, on sait que c'est des formes plus graves. C'est des malades qui ont plutôt un profil évolutif de vascularité en cas et pas de goût de pâcheture. Ils peuvent rechuter. Et là, clairement, il y a une indication à faire des échanges plasmatiques, comme dans les goûts de pâcheture quotidiens, jusqu'à négativation des anti-MBG. Les vascularites en cas qui sont dialytiques et qu'il reste, qu'est-ce qu'on fait chez ces malades? Donc, il y a une atteinte rénale très sévère. Est-ce qu'on doit arrêter l'immunosuppression ou pas? On peut se poser cette question-là probablement si l'atteinte extra-rénale est contrôlée. Ça fait l'objet d'un PHRC en cours, qui est Master en cas, qui est porté par Grégoire Couvrat-Desvergnes. Donc, je pense qu'il y a plus de la moitié des patients qui sont inclus donc, on aura des réponses à ces questions, j'espère. Et puis, petite question qui est plus pour les néphrologues, quand est-ce qu'on peut envisager une greffe? Eh bien, ce qui est souligné, je crois, dans les recommandations Cadigo, c'est après 6 mois de rémission complète. Nous, en train de conduire un travail pour préciser un petit peu ça. On a un travail qui est multicentrique, rétrospectif, pour essayer de cadrer un peu cette question, puisqu'il y a très peu de données dans ce contexte-là. Alors, une question un peu plus de néphrologue, et puis j'ai presque fini, je crois que c'est bon le timing. Quand est-ce qu'on peut dire que l'atteinte rénale est en rémission? C'est assez difficile en fait. On s'est posé la question lors de nos échanges là, entre néphrologues internistes qui s'intéressent à l'atteinte rénale des vascularités en cas. En fait, il y a des patients chez qui on sait qu'ils sont en rémission. C'est des patients qui ont un BIVAS à 0. Ils ont normalisé leur DFG après traitement, ils n'ont plus de protéinurie, plus d'hématurie microscopique. Ceux-là, on peut dire qu'ils sont en rémission complète et il n'y a pas besoin de se poser 36 questions. Mais le problème, c'est que si on va regarder ces malades avec atteinte rénale, eh bien, on se rend compte qu'un bon nombre d'entre eux, ils vont garder une protéinurie séquelaire. Alors, ils vont garder une insuffisance rénale séquelaire. Ils sont améliorés sous traitement. Nous, on attend que ça baisse le plus bas possible, mais souvent, ça ne revient pas tout à fait à la norme. Donc, ils gardent parfois une protéinurie qu'on dit, entre guillemets, qu'on dit séquelaire, et souvent une hématurie. Donc, ça avait fait l'objet d'un travail publié, très intéressant, publié en 2022 dans la revue Kiné International,
où en gros, c'était un tiers des malades sont dans cette situation-là, voire un petit peu plus. Et le fait d'avoir une hématurie persistante, c'est associé au risque d'insuffisance rénale terminale. C'est aussi associé au risque de rechute. Donc, difficile finalement de savoir chez ces patients s'ils sont réellement en rémission, parce que ces lésions, ces anomalies finalement rénales, elles peuvent être le fruit des séquelles. On a souvent ça dans les maladies rénales qu'on biopsie plus souvent. On se pose cette question-là, on biopsie, puis parfois on se rend compte que c'est que de la séquelle, et donc on ne remet pas d'immunosuppression quand c'est des maladies à médiation immunologique. Mais ça pourrait être aussi une vascularite qui est toujours active à bas bruit. Donc ça fait poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de rebiopsier les patients? Et donc ça fait l'objet du dépôt d'un projet d'étude dont la lettre d'intention a été avec une question assez simple. Est-ce que les patients qui sont traités après une atteinte rénale, on est parti sur atteinte rénale plutôt plus sévère, est-ce que à 5 mois de l'initiation du traitement d'induction de la rémission, ils sont réellement en rémission sur les données de la biopsie rénale? Et notre objectif, c'est d'essayer de développer des outils non invasifs pour justement, s'ils ne sont pas en rémission, identifier ces patients, notamment à l'aide de la transcriptomique rénale, mais surtout périphérique. Donc, on espère qu'on nous suivra sur ce projet. Rapidement, la néphroprotection. La néphroprotection, c'est quoi? La néphroprotection, c'est le fait de passer, alors il s'appelle Z, le monsieur, mais le fait de passer d'une perte de 5 minutes par an ici, et d'être sur c'est le temps ici, d'être sur une pente d'évolution, et là, c'est la fonction rénale, hein, de passer de cette pente-là à cette pente-là. Donc, d'améliorer, de perdre plus de 2,5 minutes par an. Et donc, ça, comme ça paraît tout bête, 2,5 minutes, c'est rien. Alors là, mon graphique est décalé, mais le gain, vous voyez, il est décalé, mais ça reste proportionnel. Le gain, il est de 5 ans à l'arrivée en dialyse. Donc, un gain de 2,5 minutes par an, ça aboutit à 5 ans de gain, c'est-à-dire de vie sans dialyse. Et donc, 5 ans de vie sans dialyse, quand on discute avec les patients dialysés, c'est énorme. Donc, c'est quoi la néphroprotection en quelques secondes? C'est le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc, c'est le contrôle de l'hypertension artérielle. Et donc, Benjamin mettait le cutoff à 12,8. Je suis d'accord avec ça. Il faut en tout cas être au-dessous de 14,9 et éventuellement à 12,8. Arrêter le tabac, améliorer le profil métabolique. Donc, ça veut dire traiter l'hyperlipidémie, mettre les patients à l'activité sportive. Et diminuer la protéinurie. Le néphrologue dit qu'il faut baisser la protéinurie. Et the lower is the better. Et on utilise en première intention, comme dans le cardiovasculaire, un IEC ou un ARA2 à pleine dose, à dose maximale tolérée. Et la nouveauté en néphrologie, en cardiologie aussi, mais en néphrologie aussi, ce sont les inhibiteurs de SGLT2 qui, vous le savez, ont montré un intérêt évident sur le versant cardiovasculaire. Et il y a eu toutes les études de néphroprotection qui sont extrêmement satisfaisantes également. On a dans ces études, je ne vais pas les détailler, mais une baisse de 30 à 50% du risque d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale à 3 ans, ce qui est majeur en néphrologie. L'apport est bien supérieur à celui des IEC en fait. Et ce traitement vient en plus de l'IEC. Donc c'est on the top of the IEC. On rajoute cette molécule. Alors la question, je ne pense pas que je l'aborde après, la question c'est comment on fait en pratique l'incrémentation de ces traitements. J'aurais pu faire une diapositive là-dessus. Quand on prend en charge les patients assez rapidement, il faut la néphroprotection, c'est pour les 10 ans qui suivent, voire plus. Hein. Donc on n'est pas très pressé. On commence par l'IEC ou l'ARA2 comme on veut, et puis on va majorer les doses progressivement. Évidemment, quand le patient est en insuffisance rénale aiguë avec une hypercalémie, ce n'est pas le moment de mettre l'IEC ou l'ARA2, donc on se donne parfois quelques semaines, parfois on met d'emblée quand c'est possible. Et puis la glyphosine, on va la mettre dans un second temps. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de données scientifiques de l'intérêt des glyphosines dans les vascularites. J'en avais discuté au GFEV la dernière fois, mais par exemple dans la néphropathie IgA, ça fonctionne. On a des données chez les patients non diabétiques. Il y a eu ce matin une discussion autour la glyphosine, ça marche chez les patients diabétiques, mais peut-être pas en dehors du diabète. En fait, on a les données. Hein. Les données hors du diabète, on les a.
dans les études de néphroprotection, il y a des patients qui n'ont pas de diabète, et donc moi j'en prescris tous les jours chez des patients qui ne sont pas diabétiques, purement pour la néphroprotection. Et donc, en extrapolation, on peut penser que les SGLT2, les inhibiteurs de SGLT2 ont aussi une action néphroprotectrice dans la partie plus chronique de la prise en charge. Donc, ces atteintes rénales ont un pronostic vital et fonctionnel engagé. Ce sont des patients qui sont à plus haut risque de décès d'insuffisance rénale terminale. Donc, il faut vraiment qu'on avance sur des schémas peut-être plus spécifiques pour ces patients. C'est ceux qui sont à plus haut risque aussi de complications infectieuses. Je n'ai peut-être pas suffisamment souligné. Moi, je crois que pour avancer, il va falloir mieux définir quand est-ce qu'on peut dire que le patient est réellement en rémission rénale au niveau du tissu rénal. On fait des biopsies dans la néphropathie du pic. Pourquoi ne pas en faire dans les vascularites en cas? On verra si l'hypothèse que l'on a soulevée est vraie ou pas. Je pense qu'il y a un intérêt vraiment de l'avacopan, pour moi en tout cas, je pense dans les atteintes les plus sévères, mais on n'a pas les données pour l'instant pour les utiliser. Peut-être en plus des stéroïdes, et puis importance des données de néphroprotection. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Il y a des questions, je pense que ça serait bien. Il n'y a pas jamais. J'ai une question pratique sur la néphroprotection. Est-ce qu'il existe un cut-off de taux de protéinurie à traiter ou ne pas traiter si on a une créate normale? Est-ce que ça sert à quelque chose de donner un IEC à quelqu'un qui a 0,5 grammes par 24 heures ou enfin des petites protéinuries? La deuxième question, c'est est-ce qu'on a, après la lésion rénale, après l'assaut inflammatoire initial, est-ce qu'on a un délai au-delà duquel on commence à être en retard à mettre un IEC? Est-ce qu'on peut attendre 3 mois, 6 mois, 1 an, ou est-ce que ça se joue à quelques mois près, quelques semaines près? Alors, pour la première question, le cut-off, alors là, c'est dans toute situation ou spécifiquement les vascularités en cas? Vous êtes intéressé par le lupus, mais on est là sur les vascularites, donc c'est la même problématique en fait. Je crois qu'en fait, quand on réfléchit glyphosine, on va réfléchir dans nos patients qui ont des maladies auto-immunes, en fait, ils ont tous un risque cardiovasculaire élevé. On a ça dans le lupus, on a ça dans les vascularités en cas et dans d'autres maladies auto-immunes. Donc, il faut réfléchir toujours en termes de prescription sur le versant cardiovasculaire, le versant rénal. Pour le cas de protéinurie, dans l'étude d'APA-CKD, par exemple, c'était 200 mg de ratio d'albumine sur créatinine. Donc, 0,2 g par gramme d'albuminurie. C'est très faible. Alors, ensuite, la question, est-ce qu'il faut en prescrire chez les patients qui ont une fonction rénale quasiment normale? Je dirais que probablement, il faudra être plus incisif chez les patients jeunes et probablement, parce qu'on n'a pas vraiment ces données-là aujourd'hui pour savoir, probablement moins chez les sujets plus âgés qui ont finalement un risque d'arriver en insuffisance rénale terminale faible. On peut s'aider, alors je ne vais pas montrer là, il y a un calculateur de risque de risque rénal qui permet à partir de la fonction rénale, du niveau de protéinurie, du niveau de pression artérielle et du traitement d'évaluer le risque rénal. Donc c'est accessible. Là j'ai un trou de mémoire, le nom est sorti. Je vous le donnerai tout à l'heure et donc je le passerai éventuellement en lien. C'est très intéressant pour voir le gain apporté par sur la néphroprotection, en termes de néphroprotection, par l'IEC, l'ARA2 et les glyphosines. Et on voit, d'ailleurs, on se rend très bien compte de l'effet additif des glyphosines sur l'IEC. Et ça peut aussi aider à se dire, est-ce que finalement, chez ce malade-là, qui a une fonction rénale légèrement altérée, est-ce que ça a un intérêt ou pas de démarrer ou l'IEC ou la glyphosine ou la glyphosine. Après une phase aiguë, c'est ça? Je crois qu'on peut assez rapidement, l'IEC ou l'ARA2, nous, par exemple, la néphropathie du pic, c'est quasiment, on démarre l'immunosuppression et
d'emblée, s'il n'y a pas de contre-indication, on met l'IEC ou la radio. Mais par contre, l'ajout éventuel d'une glyphosine, il faut faire des choses dans l'ordre. Il faut porter l'IEC à dose maximale, puisque les études ont été faites comme ça, et puis ensuite introduire la glyphosine. Donc, il n'y a pas forcément d'urgence à le faire, mais il faut le faire, il faut être vraiment dans les conditions finalement dans lesquelles elles ont été testées. Pour les recommandations des néphrologues de la CADIGO pour la greffe rénale, donc ils disent au moins 6 mois de rémission complète, ce qui peut paraître court, mais c'est d'une rémission clinico-sérologique, c'est une rémission sans traitement parce que ça peut paraître très court, comme ça peut paraître. Enfin, donc c'était un peu pour reclarifier ça. C'est la rémission clinique en fait. Moi, je trouve que c'est un peu. Nous, on attend un an, nous, un peu comme dans le lupus, on dit souvent, voilà. Il faut avoir négativé l'ANCA. Nous, c'est une question qu'on a souvent. Alors, négativer l'ANCA, non. Ça, clairement, non. Alors, du coup, on a repris on a étudié ça là, en multicentrique, en passant via les centres de transplantation. Donc, on a près de 500 malades là, pour lesquels on a déjà des données. Le statut d'ANCA à la greffe n'a pas d'impact. N'est pas associé à un risque de rechute après greffe. Ça, c'est la première, c'est une info assez intéressante. Et donc, le statut sérologique ne va pas nous empêcher de greffer les patients. Après, il y a des tas de questions qui se posent. C'est effectivement à quel moment mettre le patient sur liste de greffe, parce que moi, je trouve que dans l'année qui suit la poussée sévère, ça me semble quand même assez risqué, néanmoins. Mais les recommandations CADIGO mettent le cut-off à 6 mois. Bon, moi, je trouve que c'est osé et je pense qu'on n'a pas. Ce sont des avis d'experts, finalement. On n'a aucune donnée scientifique sur ce sujet. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un intérêt à faire sur les formes sévères, donc avec atteinte rénale, à faire de la Vacopan en add-on, en induction sur les 3 premiers mois, par exemple, avec la corticothérapie? Oui, moi, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que notre collègue Stanislas Faguet souhaite évaluer. Il y a eu une étude de phase 2 avec assez peu de patients, mais qui laisse à penser que l'association en add-on pourrait avoir un intérêt. Parce que finalement, c'est cette phase très précoce là, au diagnostic, quand on réfléchit en tout cas à atteinte rénale, c'est cette phase-là qui détermine finalement le pronostic et peut-être on peut imaginer, comme veut le faire Stanislas, faire vraiment au début en add-on et peut-être même qu'on n'a pas besoin de maintenir le traitement très longtemps. Tout est ouvert, je pense, là. Très bien, je pense qu'il n'y a plus de questions. C'était parfait. Merci beaucoup.